Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un très petit livre, très peu épais, un de ces livres de chez Mille et Une Nuits. Une histoire des Mille et Une Nuits, mais on est loin du monde oriental puisqu'il s'agit de La fabrique de l'homme occidental par Pierre Legendre. Pierre Legendre qui était professeur de droit à l'université Paris 1, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, au moment où il écrivait ce livre-là, vers la fin du XXe siècle, et où il écrit donc La fabrique de l'homme occidental. Il y a plusieurs parties dans ce livre relié à un documentaire qui évoque notamment un assassinat, ou plutôt une tuerie, qui a eu lieu au Canada, où un certain monsieur Lortie a voulu tuer le gouvernement du Québec, sauf que le gouvernement ne siégeait pas à ce moment-là et qu'il a tué des gens dans le palais où se réunissait normalement le gouvernement ou le parlement de ce territoire. Et il part de cet événement pour nous donner une réflexion sur donc la fabrique de l'homme occidental. Alors je vais lire plutôt la présentation que lui-même fait de ce livre-là. Nous partons de cette fatalité que les chemins de la pensée débouchent inévitablement sur l'interrogation immémoriale. Au nom de quoi peut-on vivre ? C'est-à-dire, pourquoi vivre ? Oui, pourquoi ? Il n'est au pouvoir d'aucune société de congédier le « pourquoi », d'abolir cette marque de l'humain. Et pourtant, l'effondrement du questionnement, en cet Occident trop sûr de lui-même, est aussi impressionnant que ses victoires scientifiques et techniques. La peur de penser en dehors des consignes a fait de la liberté, si chèrement conquise, une prison, du discours sur l'homme et la société, un langage de plomb. Que se passe-t-il ? Devenu la chose des sciences, l'animal parlant a quitté, croit-on, le monde ténébreux des généalogies, le mystère a été détruit. À ce jeu-là, le château de cartes s'est écroulé, les échafaudages dogmatiques traditionnels achèvent de s'effondrer sous nos yeux. État, religion, révolution, progrès, ces artifices sont emportés dans le déchaînement du management scientifique promis à la terre entière. Qu'allons-nous faire de la désillusion ? C'est intéressant cette question parce qu'elle date donc de 1996. Et il semble aujourd'hui que parmi ce qui s'est écroulé, il y a aussi notre rapport à la science. On ne croit plus en la science. Du moins, beaucoup de gens refusent les discours scientifiques. On le voit avec la question climatique, où tous les scientifiques sont d'accord pour nous dire qu'il faut réagir et qu'il y a à urgemment faire quelque chose pour éviter la catastrophe. On s'en méfie terriblement de ce discours-là. Donc, on est dans un écroulement nouveau qui fait renaître peut-être, non pas l'État, qui reste extrêmement critiqué, mais les religions, par exemple. Comme les autres civilisations, là je reprends ce qu'écrivait Pierre Legendre, comme les autres civilisations, la fabrique de l'homme occidental est aux prises avec la certitude de tous les temps, que tout converge dans l'expérience de l'humanité vers le point précaire, la grande douleur confuse dont parlait le romantique allemand Kerner, la douleur d'être né et de devoir mourir. Nous avons le devoir d'interroger à nouveau cette matière première des pouvoirs, ce point faible en chaque homme, son statut d'individu périssable, mais aussi d'admettre que notre mort a un sens, car elle fait vivre la construction humaine dont nous sommes l'expression passagère, comme dit le poète latin Virgile, les pierres vivantes. Les habitats institutionnels sont construits sur un vide à partir duquel se déploie la parole et qui porte à la pensée. À la croisée des chemins historiques,
une tâche s'impose. Restaurer le doute, analyser l'agencement des ignorances qui font cortège à la science contemporaine, surmonter la croyance obscurantiste d'aujourd'hui, instituer la vie. Tel est le maître mot qui résume cette tâche. La fabrique de l'homme n'est pas une usine à reproduire des souches génétiques. On ne verra jamais gouverner une société sans les chants et la musique, sans les chorégraphies et les rites, sans les grands monuments religieux ou poétiques de la solitude humaine. Les deux textes présentés au lecteur jalonnent un parcours qui, partant d'une série d'émissions radio sur France Culture, Nuit magnétique en octobre 1992, aboutit au film documentaire de Gérald Caillat, La fabrique de l'homme occidental. Le premier a servi de trame au réalisateur du film. Il est repris ici dans son intégralité. Le second, L'homme en meurtrier, composé dans la suite de l'affaire Lortie, a donné l'impulsion initiale au projet cinématographique. Voilà donc le projet de Pierre Legendre dans ces deux textes, donc La fabrique de l'homme occidental puis L'homme en meurtrier, liés donc à la fois à un documentaire et à un fait divers assez terrible, eh bien, sont une réflexion, ces deux textes, sur cet effondrement du questionnement, sur notre rapport à la science, notre rapport à qui nous sommes, au fond, à la vie, à la mort, des questions centrales, souvent évacuées, notamment par ce qu'il appelle l'homme occidental. Les espaces infinis, les sciences à profusion, la surabondance industrielle, mais aussi l'effroi de vivre, l'individu périssable et les dieux mortels, eux aussi. Inlassable et solitaire, l'humanité jamais ne se renie, elle vit, elle meurt sans compter. Mais il ne suffit pas de produire la chair humaine pour qu'elle vive, il faut à l'homme une raison de vivre. Voilà le premier fragment, puisque ce texte est séparé en petits passages qui ici sont très serrés parce que le livre est très petit, mais qui sont quand même isolés. Aujourd'hui, l'homme occidental arrive au monde dans une mise en scène scientifique et rationnelle. Il naît dans un théâtre chirurgical. Voilà aussi une autre observation, une autre remarque de Pierre Legendre. Nous allons visiter cet Occident et découvrir comment il fabrique la dimension fantastique de cette architecture invisible qui soutient l'enfantement des générations. L'humanité vit et meurt, elle fait le vide pour se reproduire. Une multitude remplace une autre multitude. Les sociétés ultramodernes appellent cela démographie. Mais la comptabilité ne nous dit pas pourquoi. Lorsque l'homme voit l'effigie du soleil couchant, il est rempli de nostalgie. Il y a une réaction face à une vision comptable de notre vie d'hommes occidentaux. Vision comptable, vision qui tente de tout mettre dans des tableaux, dans des boîtes, dans des chiffres qui évidemment ne permettent pas de répondre à la question « Pourquoi ?» Et puis vient inévitablement la question du pouvoir. Même démocratique, le pouvoir est la démesure. Le pouvoir ne peut pas être comptable, même quand il se base sur la comptabilité, comme les pouvoirs d'aujourd'hui souvent le disent. Même porté par l'alliance de la science et du bonheur, il, le pouvoir, notifie à l'homme que la société le dépasse, tout comme le langage dépasse l'individu qui y parle. Le pouvoir ne meurt pas. Partout sur la planète, il affronte l'absolu de l'abîme. Il manie la foudre. Et Dieu sait si maintenant l'abîme est proche. Et si les pouvoirs dansent
sur les bords du gouffre. S'il n'est pas endigué et contenu, il devient toujours le pouvoir. S'il n'est pas endigué et continu, il devient le pouvoir, une terreur qui saigne à blanc ceux qu'il gouverne. Évidemment, des exemples viennent tout de suite, l'expérience nazie et d'autres. Et les pouvoirs aujourd'hui, il me semble qu'ils sont très proches de cette terreur. Certains y sont déjà, d'autres sont tentés. Et la réflexion continue, réflexion donc politique, réflexion philosophique aussi, réflexion qui se base aussi sur des figures comme Sophocle et Mozart et tous les autres. Redites-nous la tragédie et l'infamie de nos oublis. Enfants meurtriers, adolescents statufiés en déchets sociaux, jeunesse bafouée dans son droit de recevoir la limite. Votre solitude nue témoigne des sacrifices humains ultramodernes. Venir au monde, ce n'est pas seulement naître à ses parents, c'est naître à l'humanité. Il y a vraiment cette idée de la naissance à l'humanité, du sens que notre vie, de la naissance à la mort, peut avoir. En Occident, comme dans toutes les civilisations, l'homme doit naître une seconde fois, naître à ce qui le dépasse, lui et ses parents. Séparer l'homme humainement, c'est lui enseigner un au-delà de sa personne, le conduire par la parole jusqu'aux portes de l'abîme. On y est à nouveau. Lui montrer par où passe le désir de l'homme. Et puis parfois, l'homme tombe dans l'abîme. Et dans le deuxième texte, l'homme en meurtrier, il est question de ceux qui franchissent le pas du meurtre. Heureusement, il s'agit d'une partie minoritaire encore aujourd'hui de l'humanité. L'homme en meurtrier, avec ce qu'il a d'impossible à saisir, même si c'est une tentative de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un homme tout d'un coup devient meurtrier. Et il s'agit donc de ce Lortie qui va donc tuer le gouvernement du Québec, ou vouloir tuer le gouvernement du Québec, mais en fait, en voulant tuer son père. Du moins, c'est ce qu'il dit, ce Lortie. Mais c'est aussi ce que Pierre Legendre interprète. Comment en arrive-t-on là ? Pourquoi la société entière, la société des innocents, met-elle tant de passion à scruter l'assassin et à soupeser son crime, à mettre en scène dans ce théâtre qu'est la justice, la catastrophe de quelqu'un ? Parce que à chaque crime, à chaque meurtre, nous sommes touchés au plus intime, au plus secret, au plus obscur de nous-mêmes. Un bref instant, nous savons que nous pourrions être celui-là, le naufragé, un meurtrier. À chaque crime, à chaque meurtre commis, il nous faut réapprendre l'interdit de tuer. Voilà pourquoi les sociétés organisent des mises en scène où se joue le duel de tous avec l'assassin. Jouer le duel, cela veut dire, dans la culture occidentale, un procès qui remémore au nom de tous la scène du meurtre accompli et fasse en sorte que le meurtrier réponde de son acte devant tous. Mais savons-nous qu'un procès contre l'assassin n'est pas un règlement de compte, mais un rituel de séparation du meurtre ? Sommes-nous assez civilisés pour le reconnaître ? Horreur sans nom, vengeance de la masse déchaînée, humiliation de l'accusé, mais aussi
bêtisier abolitionniste ou fatuité de ceux qui, au nom de la science, prétendent gérer la violence, l'histoire des abominations autour du crime et du criminel sera-t-elle sans fin? Répondre de son acte veut dire pour l'assassin qu'il se sépare de son acte de mort. Et, disait encore Dostoïevski, allusion au Crime et Châtiment de Dostoïevski, qui savait la cruauté de son temps, qu'il rejoigne les hommes, fût-ce au bagne. Ici, le procès Lortie offre une leçon à méditer. La tuerie s'étant déroulée dans les locaux de l'Assemblée nationale du Québec, des caméras avaient automatiquement enregistré une partie de l'attentat. Et on a après les dialogues entre un sergent nommé Jalbert et ce Lortie qui montre que ce tueur, qui était un ancien soldat, ou même un soldat encore en activité à ce moment-là, mais qui, pris d'une sorte de coup de folie, mais est-ce vraiment un coup de folie? Voilà, des questions qui, justement, sont toujours posées dans les mises en scène de procès. S'agit-il de folie ou de rationalité? On voit bien que la question est toujours très délicate. Et donc on a le dialogue, on assiste presque à l'arrestation de ce Lortie, à son procès et à toute cette réflexion qui, à partir de ce fait divers, donne une réflexion sur justement l'homme occidental. Et Lortie dit donc qu'il tue son père en voulant tuer le gouvernement. Alors pourquoi fait-il le lien entre les deux? C'est assez compliqué. Mais voilà ce qui est dit par Pierre Legendre. Lortie, le père de l'assassin, incarnait jusqu'à la caricature ce père de la horde primitive dont parlait Freud. Le père primitif qui ne connaît pas l'interdit. Lortie, le fils, le parricide, était entré lui-même dans la paternité menacée par cette image-là. Il est père depuis peu, au moment où il tue. L'image d'un être qui ne connaît pas la limite. Il vivait hanté par la peur d'être cette image, et cette image l'étouffait. Être à son tour le père sans limite pour ses propres enfants. Écoutons sa déposition quand il évoque son face-à-face avec son propre fils, enfant de quelques mois, et l'inquiétude que j'ai jamais fait part à personne, que qu'est-ce que j'ai vécu, est-ce que je vais être pareil? Naître une seconde fois, on revient à cette idée-là, de naître une seconde fois. Naître enfin de son père, en tuant, à travers les victimes, l'image atroce. Voilà ce que crie le parricide. Se peut-il donc qu'un fils en arrive là, à cette extrémité? Se peut-il qu'un humain en vienne à cette folie? Tuer cette image à la mitraillette? Désespoir de l'homme. Pourquoi? Mais pourquoi avoir besoin d'un père pour vivre? Un géniteur qui insémine la mère ne suffit-il donc pas? Pourquoi faut-il pour vivre avoir à se construire l'image d'un père? Cette question, encore une autre question, dans la fabrique de l'homme occidental, qui au fond pose beaucoup de questions et qui donne une réflexion, certes brève ici, à creuser, et je ne suis pas du tout certain d'avoir tout compris, et non plus je ne suis pas certain d'adhérer à tout ce qui est dit ici. Ça mériterait sans doute d'être lu de manière beaucoup plus précise, ce livre-là, mais en tout cas ça ouvre des perspectives, ça ouvre des questionnements, et justement c'est bien le but, puisque l'effondrement du questionnement en cet Occident trop sûr de lui-même est aussi impressionnant que ses victoires scientifiques et techniques. Alors réouvrons le questionnement, proposons des réponses, ce que fait Pierre Legendre, critiquons ces réponses, posons de nouvelles questions. Voilà
ce qu'il y a à faire, voilà notre but pour donner du sens à la vie. Ça n'est pas répondre aux questions qui donnent du sens, c'est poser des questions. Parce que si on ne pose pas de questions, on ne peut pas trouver de réponse non plus. Alors, peut-être pour entamer le questionnement, on pourrait lire La fabrique de l'homme occidental